Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart, tous les jours en direct du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles, débat, analyse, expertise. Bien dans son job aujourd'hui, décollage immédiat, vous allez le voir, c'est des simulations dans un cockpit d'avion pour gérer votre stress, puis vous faire sortir de votre zone de confort. On en parle avec l'inventeur de ce concept. Smart et réglo, les congés payés, qui est un autre sujet sensible lié à cette crise Covid. Mais que faire de ces congés payés? C'est un peu un casse-tête, un avocat nous explique tout dans quelques instants. Pause café avec Fanny Griesmer. On va parler du râleur. Oui, celui qui est toujours en train de ronchonner au bureau. C'est parfois un peu éprouvant. Fanny a testé pour nous le râleur au bureau. Elle nous en parle dans sa rubrique. Le cercle RH, c'est le débat des experts. Et évidemment, on parle de ces menaces de reconfinement avec un PIB qui a chuté, moins 8,3%. C'est une mauvaise nouvelle pour notre économie. On fera le point avec nos experts dans quelques instants. Et puis, fenêtre sur l'emploi, on s'intéressera alors à un mot que vous n'avez peut-être jamais entendu parler, l'ikigai. Qu'est-ce que c'est? Il y a un auteur qui a écrit un livre sur cet ikigai. C'est une manière d'être centré. C'est un mot japonais. On fera le point avec lui. Un ikigai, dit-il, au service de votre réussite professionnelle. Tout de suite, bien dans son job, attachez vos ceintures parce qu'on part en avion. Bien dans son job, bien dans sa vie professionnelle, il y a mille manières de gérer son stress. Là, on va faire un focus aujourd'hui sur une initiative originale, assez incroyable d'ailleurs. Gérer son stress, sa relation avec ses collaborateurs et ses salariés dans un cockpit d'avion. Thomas Gasser, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes le CEO, c'est-à-dire que vous êtes l'inventeur, vous êtes le fondateur, celui qui a imaginé ce concept d'Aviasim. Vous me faites penser à ceux qui, dans un premier temps, ont cultivé leur haricot vert dans leur petit carré de jardin et puis qui, à la fin, finalement, finissent par livrer leur haricot vert dans des camions et dans des boîtes parce que ça a marché tout de suite. Vous avez fait une école de commerce, vous avez un pilote d'avion privé, de brevet de pilote. Vous ne pilotez pas des Boeing 747, non. Mais vous pilotez des petits avions. Et vous vous êtes dit, c'est très intéressant. Comment est née cette idée ? Comment c'est parti tout ça, cette aventure d'Aviasim? Alors c'est parti assez simplement du fait déjà d'être passionné d'avion depuis tout petit et de me dire en sortie d'école de commerce, pourquoi pas, juste pour me marrer les week-ends, monter un simulateur dans mon garage. Et en fonction des investissements, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas très intéressant. Et du coup, je me suis dit, autant lier la passion et mon métier ou mon avenir. Et du coup, j'ai monté un espèce de concept où potentiellement les gens pouvaient venir s'essayer au métier de pilote de ligne pour le loisir. Et en fait, en quelques mois, l'aventure a grossi, et on a, en 2 ans après, on avait déjà 13 agences en France et en Belgique, et il a fallu continuer de développer. Donc. C'est génial, c'est vraiment incroyable. Vous avez 8 salariés, plus tous les pilotes qui viennent vous accompagner, un plan de développement qui se prépare dans toute la France. Il y a d'autres agences qui vont s'ouvrir, en direct ou en franchise. Ça, c'est le volet business. Mais sur l'intérieur même de ce que vous offrez, ça démarrait par le ludique, par les enfants, puis finalement, vous avez élargi le spectre, jusqu'à finalement faire des formations pour des entreprises. Qu'est-ce qu'elles vous demandent? Elles vous disent, moi j'ai des collaborateurs qui sont stressés, on les fait sortir de la zone de confort, il faut un peu casser les routines et puis je les mets dans le cockpit. Alors en fait, c'est souvent des professions qui ont qui doivent avoir une gestion du stress parfaite. On parle notamment des policiers, on parle notamment des médecins, des chirurgiens, etc., qui sont de temps en temps dans des problématiques où il faut réagir vite et bien. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, et notamment pour le cas de la police, mais aussi pour les médecins, il y a peu de simulations. Grosso modo, on est toujours avec des patients et on ne va pas s'amuser à tester de nouvelles techniques. Et ils sortent jamais de cette zone de confort, entre guillemets. Cette zone de confort. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de dire, on va changer complètement votre environnement. Vous allez être neutre, c'est-à-dire que vous n'aurez pas vos acquis professionnels pour pouvoir travailler là-dessus. Et on va vous emmener dans un univers complètement inédit. Et on va vous faire gérer les crises. Et grosso modo, au-delà de la partie technique qui n'est pas là la partie importante, on les fait se rendre compte que dans leur comportement en groupe, il y a des tas de biais. Les fameux biais cognitifs d'ailleurs. Tout à fait, les biais cognitifs qui sont assez nombreux et qui peuvent potentiellement mettre une situation soit en succès ou en faillite, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de leur stress. Un cockpit d'avion, il faut y être entré. Moi, j'y suis entré, c'est très impressionnant parce que c'est à la fois des écrans, c'est des centaines de boutons. Enfin, vous êtes pilote, encore qu'il y a moins de boutons dans les avions touristiques. Mais néanmoins, j'imagine déjà, c'est un choc
de découvrir cet espace. Puis ensuite, j'imagine aussi que vous leur écrivez un scénario. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est pas de les noyer sur Oui. la technologie de l'avion parce que ça n'aurait aucun intérêt. Donc, on simplifie le scénario, on simplifie le pilotage de l'avion pour qu'il n'y ait pas un apprentissage Ouais. très long. Et assez vite, on les fait rentrer dans une situation humaine qui se passe comme dans un vrai cockpit. C'est-à-dire qu'il y a des choix à faire entre un commandant de bord et un copilote. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pas la technique du pilotage pur, c'est surtout l'interaction entre les acteurs. Et donc, j'imagine, évidemment, ils sont un peu sous cloche, on les observe, on les filme, et puis il y a un débriefing derrière. Est-ce qu'il y a des chocs comme ça de personnalités qui sont des médecins, qui sont des policiers, c'est des gens qui sont assez assurés de leurs gestes en général? J'imagine que ça doit un peu les bousculer quand même, non? Alors c'est assez étonnant, notamment tout le partenariat qu'on a fait avec l'École nationale de police, où on met des futurs commissaires dans ce genre de situation. C'est assez intéressant. Très sur deux en général. De voir des bonhommes qui arrivent et qui d'un seul coup perdent en partie leurs moyens parce que c'est tout nouveau. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est des bons éléments pour voir les vraies personnalités des gens. Et aujourd'hui, le NSP utilise cette technique pour vraiment se rendre compte de à qui ils ont affaire. Réellement. Exactement. Ouais. Et Derrière le masque et derrière le... C'est ça, parce qu'un policier, il a fait toute sa carrière, il a appris des choses, etc. Là, on le met dans un environnement complètement inédit, donc ça fait sortir les vraies personnalités. Qu'est-ce qui sort dans les vraies personnalités? Dans les scénarios que vous écrivez, il y a quoi? Il y a des tensions, on s'engueule avec le copilote, on ne fait pas le bon geste, parce qu'on ira jusqu'au bout de l'histoire. Vous m'avez raconté quand même en préparant l'émission que vous étiez même capable, vous ne l'avez pas fait évidemment, de faire quasiment atterrir vos clients avec un vrai avion. Alors les assurances vous ont dit stop, on oublie, parce que c'est un peu lourd, un Boeing ou un Airbus, mais en revanche, c'est possible de le faire. Qu'est-ce qui ressort de ces formations dans les attitudes des gens que vous filmez? Alors, il y a deux choses principales. Il y a le leadership, c'est-à-dire qu'on voit des gens se révéler en leadership, ou on voit des chefs de service. Des faux leaders qui n'en sont pas. Des faux leaders qui n'arrivent pas à gérer. Donc ça, c'est une politique interne. Et après, on voit aussi des gens qui sont capables d'initiative. Et ça, c'est hyper intéressant parce que malgré les process, et il en faut des process, mais de temps en temps, et les pilotes de ligne en sont des bons commerciaux, on va dire, c'est-à-dire que de temps en temps, même les procédures écrites ne suffisent pas et il faut réfléchir assez vite et ça rend les gens assez malins là-dessus. Un cockpit d'avion, en fait, dans ces gros avions, en fait, les types n'ont pas grand-chose à faire. Grosso modo, aujourd'hui, c'est géré, quoi. Un équipage sur un vol long courrier, il va avoir 95% de travail qui est de la gestion de son équipage, de son cockpit, etc. Donc c'est surtout l'aspect humain qui nous intéresse. C'est intéressant parce que le cockpit, c'est aussi évidemment des scénarios. Est-ce que c'est une blague, évidemment? Est-ce que vous avez les répliques de y a-t-il un pilote dans l'avion, au-dessus, en dessous, derrière? C'est une réplique mythique. Quand on va aider quelqu'un à piloter et atterrir, on va effectivement simplifier à ce niveau-là, oui, tout à fait. Quand vous réussissez à faire atterrir un avion en simulation, je précise, pour que les assurances ne viennent pas nous tirer les oreilles, qu'est-ce qu'il en ressort dans l'attitude de celui qui a réussi? D'abord, il est au casque avec un vrai pilote. Vous lui faites atterrir un gros porteur. Comment il fait? C'est physique, c'est manuel, comment ça se passe? Grosso modo, aujourd'hui, nous, on travaille majoritairement sur des modèles d'Airbus A320, qui sont des appareils qui ont été conçus pour aider les pilotes. Donc, grosso modo, on met une personne en place de pilote, on va le connecter à un vrai pilote à distance qui va lui donner les différentes indications et assez vite en fait en suivant le process qu'on lui recommande, etc., il va aider la machine à prendre la bonne décision et à amener l'avion au sol et finalement lui reprendra les commandes à la toute dernière minute quand il faudra juste faire l'arrondi. On doit voir la joie de votre client qui au moment où l'avion atterrit, je pense qu'on doit avoir le visage qui se détend. Il y a quand même beaucoup de stress. Ça génère une grosse pression, ça. Ce qui est assez intéressant et même notamment sur tous les publics qu'on a, c'est que souvent, alors déjà ils sont toujours très contents de venir, mais en plus de ça, il y a un petit stress quand même parce que c'est complètement inédit. Et il y a une espèce de fierté qui arrive quand on a fait poser l'avion, qui n'est pas une fierté mal placée. C'est surtout le fait d'avoir réussi à faire quelque chose de nouveau. J'ai surmonté. Exactement. Avant de nous quitter, Thomas, alors, vous êtes dans du développement, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande d'utiliser cet outil, vos cockpits, pour tester. Ensuite, vous débriefez avec l'entreprise, avec, j'imagine, celui qui était dans le cockpit, parfois sans lui. Toujours avec lui. Toujours avec lui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, alors souvent, ça dépend des clients et des demandes. Mais grosso modo, on va débriefer bien évidemment avec lui, sinon ça n'a aucun intérêt. Et souvent, c'est un débriefing vidéo pour qu'il se voit lui-même. Et c'est ça qui va déclencher chez les gens beaucoup de choses. Et nous, on considère qu'on préfère faire une demi-journée en simulateur et déclencher chez les gens des éléments de réaction en disant, effectivement, je me suis vu, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, qu'une formation théorique d'une semaine sur les biais cognitifs où là, les gens ne se rendent pas compte d'eux-mêmes. Et c'est ça qu'on cherche.
d'ailleurs, on avait un chercheur, Olivier Siboni, qui a beaucoup travaillé sur ces biais cognitifs, qui est un chercheur en management. Votre définition des biais cognitifs, c'est quoi ? C'est des pollutions qui viennent vous faire le mauvais choix ? Pour nous, le biais cognitif, pour nous, c'est une pollution de l'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné où votre esprit doit être hyper concentré, etc., Focus. il y a des éléments de distraction qui font que ça va vous emmener dans une direction ou dans une autre, alors qu'il aurait fallu rester tout droit. Donc ça veut dire que ça c'est une éducation dans le cockpit, en expliquant qu'on ne prend pas son téléphone pour regarder, qu'on est vraiment focus sur sa mission. Au-delà de ça, c'est même pas forcément une éducation, c'est surtout se rendre compte qu'on est faillible. Et souvent, les gens pensent qu'ils sont infaillibles, et plus on a d'expérience, plus on se pense qu'on est infaillible, et on les rend faillibles dans un cockpit. Et du coup, ils se disent, finalement, peut-être qu'il faut que je réfléchisse un peu avant de faire des actions. Donc ce qui génère une forme de modestie aussi sur soi-même. Et exactement. Passionnant. Aviasim, vous en êtes le créateur. Vous êtes un petit peu celui qui a créé Apple dans son garage. C'était votre idée de base et qui aujourd'hui se développe parce qu'après tout, c'est un outil très utile, cette modélisation d'un cockpit pour gérer nos comportements à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse et puis d'autres villes encore en préparation. Vous avez quelques villes à nous donner ou pour l'instant Bordeaux, on vient de valider. On arrive à Strasbourg et à Mulhouse d'ici la fin de l'année. Et puis, on va continuer à se développer un peu partout en Europe. C'est ça, le petit carré de haricots verts qui devient une usine avec des camions qui livrent les haricots verts. J'espère avoir de plus en plus de camions. Exactement, et d'avions donc dans votre cas. Merci Thomas Gasser, vous êtes le CEO d'Aviasim. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. Retour au droit. Oui, le droit, rien que le droit. Les congés payés, ça c'est un vrai sujet pour les salariés et pour les patrons parce que la crise Covid évidemment a fait accumuler des dizaines et des dizaines de jours de congés payés. Que faire ? Faut-il les payer ? Comment s'organiser ? C'est une question qui est posée et nous la posons à un avocat dans Smart et Réglo. Smart et Réglo, un focus, un éclairage juridique chaque jour avec un avocat, une avocate, Nathalie Cerquera. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Smart et Réglo, c'est la parole aux avocats sur un point précis. Avocate associée pôle droit social au cabinet Berset. On s'intéresse aux congés payés. Il y a eu, il y a quelques mois, puisque l'affaire a été réglée, une inquiétude des chefs d'entreprise sur les congés payés. Ils se sont dit, mais moi j'ai des caisses de congés payés, c'est comme ça qu'ils le disent. Et je ne pourrais pas payer. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'État a fait une aide exceptionnelle, c'est bien ça ? Alors c'est ça, c'est l'actualité. L'État a mis en place une aide exceptionnelle depuis le 1er janvier, qui devait s'achever au 31 janvier, et qu'ils ont décidé, là tout récemment, il y a un décret qui est sorti le 20 janvier, ils ont décidé de le décaler jusqu'au 7 mars. 7 mars, voilà. Il y a un répit. C'est ça. Ce qui ne règle pas tout, si je peux me permettre. Pas du tout, non, pas du tout. C'est simplement pour donner une bouffée d'air à nouveau aux employeurs, pour essayer de régler ce sujet, puisque effectivement, les compteurs de congés payés qui s'accumulent, c'est un vrai sujet. Alors, ça s'est un petit peu réglé. Heureusement, cet été, on a été déconfinés. Donc, nous avons tous pu prendre... Éclusé. Exactement. En revanche, c'est vrai qu'à Noël, même si on avait cette autorisation, les gens étaient moins enclins à partir. Donc, ils ont moins pris. En février, avec la fermeture des stations de ski, je pense que beaucoup moins de personnes vont prendre des congés en février. Et donc, de nouveau, ça vient se stocker. Exactement. Alors, pour être précis, pour ceux qui ne sont pas salariés, mais vous l'êtes probablement, pour ceux qui nous regardent, on a un délai pour prendre ces congés. C'est la date 1er mai en général. C'est jusqu'au 1er mai. Alors, on commence à accumuler. Les compteurs de congés payés sont remis à zéro, vous savez, au 1er juin. C'est ça. Donc, on accumule du 1er juin au 31 mai. Puis après, il faut les utiliser. On peut même les utiliser au fur et à mesure. Mais on a ces compteurs, en général, sur le bulletin de salaire, vous voyez un compteur période en cours et à période précédente. C'est ça. Et quand on arrive, en principe, on écume ceux de l'année de la période précédente. Et puis, au bout d'un moment, quand on les a pas pris, en principe, on les perd. On les perd, on est bien d'accord, maître. C'est la règle de droit, ça. C'est une règle de droit. L'employeur est dans l'obligation de les régler ou il s'efface de fait ? Alors, il faut nuancer. En principe, les congés payés sont perdus. En revanche, certaines entreprises peuvent laisser une certaine tolérance et permettre un report. Donne 2 mois, par exemple, sur les vacances d'été suivantes. Exactement. On est d'accord, ça c'est possible. Ce sont des pratiques qui se font. Mais ce n'est pas une obligation légale. Mais en revanche, si l'entreprise a commencé à le faire, il faut qu'elle continue à le faire. Après, il y a peut-être des mesures d'adaptation qui se prennent en ce moment. Les entreprises qui habituellement admettent ce report, là, en ce moment, elles vont plutôt dire, écoutez, on reporte, mais pas non plus trop, parce qu'au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir. Mais il y a un problème, excusez-moi, je pense aux restaurateurs qu'on a eu sur ce plateau à plusieurs reprises, les restaurateurs qui ont des salariés. Oui. Le problème, c'est que s'ils prennent tous leur congé au même moment, le restaurateur, il ne peut plus travailler. Tout à fait. Comment ça se passe, là, concrètement ? Parce que c'est le droit du salarié de dire à son patron, moi, je prends 3 semaines ou 1 mois, parce que j'y ai droit. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Bien sûr que le salarié a droit à ses congés payés. En revanche, pour prendre les congés payés, il faut l'autorisation de l'employeur. Le salarié ne décide pas tout seul. Donc, en général, le salarié demande à son employeur de prendre des congés.
suffisamment tôt à l'avance et l'employeur doit le fixer suffisamment tôt à l'avance. En général, la loi dit que l'employeur doit arrêter sa décision au moins un mois. Un mois, c'est ça, c'est un mois. Voilà, exactement. Donc après, tout se fait, en général, ça se fait en bonne intelligence. Oui, c'est du gré à gré. Voilà. En revanche, on a eu une mesure exceptionnelle qui a été prise au mois de mars et qui permet, dans une certaine mesure, aux employeurs d'imposer On y arrive. aux salariés de prendre des congés. Est-ce qu'avant cette règle un peu particulière qui est liée au contexte Covid, si on se replaçait en février ou en janvier 2020, c'est-à-dire là où tout était beau et ensoleillé et sans masque, est-ce qu'un employeur pouvait imposer des congés à son salarié ou à ses salariés? Dans les cas exceptionnels de fermeture de l'entreprise, uniquement. Quand l'entreprise ferme, on demande aux salariés, entreprise fermée, c'est en août souvent, Voilà. donc prenez vos congés, les usines, voire même parfois des chaînes de télévision, on s'arrête et donc vous prenez les congés à ce moment-là. Et il n'y a pas de recours possible pour le salarié? Non, c'est une fermeture annuelle qui est décidée par l'entreprise et qui concerne tous les salariés, ça s'impose. Maître Cerqueira, question importante, on va rentrer dans des phases, on nous le dit, de plans sociaux, de licenciements. C'est pareil, là, dans le cadre d'un départ, licenciement économique, pour cause économique, on paye les congés payés, on est bien d'accord. Et les RTT qu'on n'a pas encore évoqués, tout est payé par l'employeur. Oui, et c'est le seul cas où les congés payés sont payés. Alors, le terme payé, ça veut dire simplement que, quand on dit congés payés, ça veut dire que le salaire est maintenu. C'est ça. En revanche, en principe, les congés payés doivent être pris. Ce n'est que lorsque le salarié quitte l'entreprise qu'ils sont payés. Il est hors de question aujourd'hui de dire votre compteur est très très plein, je vais vous en payer la moitié. On arrête vous ne les perdez pas, je vous en paye. Ou le salarié ne peut pas demander je renonce à prendre mes congés payés, s'il vous plaît, versez-moi une indemnité à la place. C'est interdit. Oui, c'est seulement lorsqu'il y a une rupture de contrat de travail qu'on écluse et qu'on paye, qu'on règle les congés payés. Un ou deux points, il y a les congés payés. Oui. La règle de droit, c'est 5 semaines de congés payés, si on est bien d'accord, oui. plus les RTT qui viennent s'additionner Oui. dans le cadre des 35 heures. Tous les salariés n'ont pas de RTT. Mais Tous les salariés n'ont pas de RTT. Donc ils ont légalement 5 semaines de congés payés. Est-ce qu'on distingue bien les deux ou on les met dans la même caisse, RTT et congés payés? Pas du tout. Ils ne sont pas du tout régis par le même. C'est pas du tout le même régime juridique qui s'applique. Les congés payés, tout le monde a droit à ces 5 semaines de congés payés. C'est la loi. Voilà. Les RTT, donc seuls certains salariés ont des RTT. Alors il y a les vrais RTT, les faux RTT. Aujourd'hui, non mais c'est vrai. On les reconnaît là. Les vrais RTT. Ça résulte de la réduction du temps de travail quand on est passé de 39 à 35 heures. La loi Aubry. 1 et 2, il y a longtemps. Bon, c'était pour compenser les 35-39 heures. Aujourd'hui, on parle de jours RTT pour les salariés qui sont en forfait jour. Et oui. Ceux qui doivent travailler 218 jours. Donc, les cadres. Le différentiel, on l'appelle ça jour RTT, c'est un abus de langage, mais c'est dans le langage courant. Toujours est-il que les vrais ou les faux RTT, ainsi que les repos compensateurs, quand un salarié fait des heures supplémentaires, soit elles sont payées, soit il peut les récupérer. Tout ça, on peut mettre tout sur ça. Un créditant. Enfin, c'est posé sur un créditant. Oui. Ça. Après, il peut exister aussi un autre système du compte épargne-temps. C'est ça. Encore autre chose. Voilà. Mais oui, grosso modo, c'est un paquet de repos, de congés, de jours de repos qui sont distincts des congés payés. Maître, vous avez sûrement des litiges d'entreprise, soit côté employeur, soit côté salarié, qui vous disent, moi j'ai des caisses de congés que je ne peux pas prendre, mécaniquement je ne peux pas les prendre parce que la fonction, parce que le poste que j'occupe. Comment on règle ce litige? On l'a vu dans l'administration, puisque des policiers étaient dans ce cas-là, il y avait des centaines d'heures par policier, d'heures supplémentaires qui n'étaient pas réglées. Comment on sort de l'impasse là? On n'en sort pas en fait. Si, il y a toujours des moyens de s'en sortir, mais il faut le faire de manière négociée, dans le dialogue. Moi, j'ai déjà été confrontée à ces sujets-là avec des clients, et j'ai l'habitude de traiter le sujet en disant voilà, il faut traiter le passé et le futur. Pour le futur, il faut prendre des bonnes pratiques. Il faut revenir, faire attention, avoir des managers qui surveillent bien les congés, qui s'assurent que les salariés prennent leurs congés, peuvent prendre leurs congés. Et qu'il n'y ait pas trop d'horaires qui dépassent. Voilà, veiller à la charge de travail. Et puis pour le passé, donc c'est-à-dire que le cumul qui est là, il va falloir l'écluser, il va falloir les prendre. Il va falloir les répartir. Donc on va dire aux salariés, il va falloir que vous preniez 3 semaines cette année. Discrètement et gentiment, on l'oblige un peu à prendre ses congés. Oui, parce que sinon, de toute façon, après, ils vont être perdus. Ils sont perdus. Alors, mais pas réglé. On ne peut pas négocier le règlement de ces congés, on est bien d'accord. Non, mais c'est important de l'entendre. Voilà, certains pensent qu'on peut négocier. C'est interdit. On ne peut pas le faire. On ne peut le faire qu'au seul de tout compte quand un salarié quitte l'entreprise. Non, mais je voulais vous faire répéter, parce que beaucoup de cadres pensent qu'on peut rentrer dans une négociation où on peut se faire racheter ses jours de congé. Non, parce que le congé est vraiment lié à la santé. Et ça, c'est un principe qui est très, très important dans le travail. Et il faut vraiment préserver la santé des salariés. Donc, il faut leur permettre de prendre ces congés. Après, on s'organise pour les prendre au fur et à mesure. Quand on ne peut pas, on s'organise pour
on l'étale sur les 2 prochaines années, par On exemple. les saupoudre, comme on dit. Exactement. Merci Nathalie Cerquera d'être venue sur notre plateau. C'était un plaisir, avocate associée pôle droit social au cabinet Bercé. Merci. Et vous revenez évidemment quand vous voulez nous éclairer sur des points de droit. On va faire une petite pause café. Ça vous est arrivé, même dans les cabinets d'avocats, il y en a. Il y a les râleurs, vous savez, ou les râleuses. Il n'y a pas que des râleurs. Les râleurs, les râleuses. Fanny Griesmer, on a rencontré. Elle nous explique que c'est pas toujours facile à vivre dans un bureau, quel qu'il soit d'ailleurs. Tout de suite, c'est la pause café. Fanny Griesmer, qui replace son micro pour qu'on puisse l'entendre. Installez-vous, vous êtes chez vous. La pause... vous allez râler, exactement. La pause café, c'est toujours intéressant. Alors, d'abord, une question qui introduit votre chronique, c'est est-ce qu'on râle plus au bureau ou est-ce qu'on parfois on râle plus à la machine à café? Moi, j'ai vu des râleurs de la machine à café, puis quand ils arrivaient au bureau, ça se passait très bien, ils ne bougeaient plus. C'est très étrange ce rapport sociologique-là. Vous êtes penché sur le râleur du bureau. Du bureau Et la râleuse aussi. Hein. Et la râleuse. Rassurez-moi. Y a-t-il plus de râleuses que de râleurs? Bon, ça, on ne le sait pas encore. Statistiquement, on ne sait pas. En tout cas, pour ce qui est de la machine à café, c'est vrai que râler, c'est un bon moyen d'entamer la conversation. Hein. Donc, en tout cas, derrière râler, c'est pester, bougonner, se plaindre. Et visiblement, ce serait une passion bien française, à en croire ce sondage réalisé par Opinionway pour la MAF et Métro. C'est ce que nous ferions 15 à 30 fois par jour, ce qui ferait de nous, Français, les plus grands râleurs au monde. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on ne va pas se le cacher, on a beaucoup de raisons de râler, hein. Les nerfs à vif, tous ces besoins qu'on ne peut pas satisfaire. Difficile de se retenir, mais c'est aussi une habitude bien ancrée et qui nous fait du bien. Ça fait du bien, c'est quoi? Ça permet d'évacuer? C'est simplement on évacue, un exutoire. Ouais, voilà. On évacue, râler permet de mettre des mots sur ce qui vous blesse, vous contrarie. Et au travail, c'est vrai que les besoins frustrés, il y en a beaucoup. Hein. Un besoin de soutien de la part d'un collaborateur que l'on n'a pas, besoin de reconnaissance de la part d'une manager ou d'un manager que l'on n'a pas non plus, besoin d'une augmentation, de changement ou d'aide. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, Arnaud, mais travail, ça vient du latin tripalium, qui veut dire torture. Torture, exact. Voilà, ça donne, sociologiquement, ça ouvre pas mal de voies. Vous dites quoi? Qu'il faudrait changer le mot travail? Peut-être, voilà. Trouver le mot latin du bonheur. En tout cas, votre manager qui vous impose une réunion Teams un vendredi à 18h, je ne sais pas si c'est une torture, mais en tout cas, ça vous agace. Ça vous agace, oui, mais vous n'osez pas lui dire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous râlez. Et à qui? À qui vous à la machine à café. À la machine à café, à vos collègues, éventuellement à vos proches, qui n'ont absolument rien demandé à personne. On sait pertinemment que ça ne changera rien, mais pourtant, voilà. Mais il y a un portrait robot du râleur ou pas? Peut-être chercher un petit peu de soutien. Il y a un portrait robot du râleur? On est tous le râleur de quelqu'un. On est tous le râleur de quelqu'un, mais on a un collègue qui est champion du bureau. Hein. Vous savez, il arrive vers 9h et à peine arrivé, il se lamente déjà. Ouais, la machine marche mal. Sur ses insomnies qui plombent ses nuits, il est fatigué, absolument tout le monde doit le savoir. 10h, il s'en prend au café, qui est toujours aussi mauvais. Ouais, c'est vrai. Vers 11h, il entame une longue litanie contre sa charge de travail qui est bien plus importante que celle de ses collègues. À qui le tour ensuite? À son ordinateur qui ne fonctionne pas comme il le souhaite. Qui met du temps à démarrer. Et puis après, il y a son manager qui ne comprend rien, n'a rien. C'est finalement celui qui vous manque le moins, maintenant que vous êtes en télétravail peut-être. Donc en fait, vous nous faites le portrait d'un râleur casse-pied quand même. Râleur casse-pied, effectivement. Parce que Bakri, on l'avait décrit comme un râleur, on pense à lui. Râleur attachant. Mais il y avait ce côté un peu râleur attachant. Tout dépend la mesure que vous mettez dans votre râlerie. Si vous êtes un râleur compulsif, forcément, on essaiera plutôt de vous... de s'éloigner de vous. Hein. Mais selon un sondage Opinionway pour Monster, avoir un collègue râleur serait le pire cauchemar des salariés français. Des salariés qui ont été interrogés sur les défauts les plus pénibles que peuvent avoir leurs collègues. 36% des salariés citent le fait de se plaindre tout le temps, devant même le manque d'hygiène. C'est dire. C'est le critère absolu, le défaut le plus insupportable. De manque d'hygiène, c'est-à-dire les odeurs, par exemple. Quelqu'un qui sent pas très très bon, à quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ah oui, et parfois c'est les deux, faut quand même le préciser. Le problème, c'est que ce collègue râleur, il vous agace. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous râlez. Râler, c'est communicatif. Au-delà de ça, il y a un risque de plomber l'ambiance de travail.
de nuire à l'esprit d'équipe. Et puis voilà, comme je le disais, que l'on cherche délibérément à vous éviter. J'ai l'angoisse du vendredi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résolution aujourd'hui dans votre chronique. Vous nous offrez rien pour sortir de l'impasse, là, aujourd'hui. On est enfermé dans le bocal. Certains se sont penchés sur la question, notamment Christine Lévicki, râleuse repentie, qui a écrit « J'arrête de râler » aux éditions Erol. Selon elle, il est très simple de s'exprimer. On le voit, oui. Effectivement, voilà la couverture du livre. Alors, se plaindre n'est clairement pas la bonne stratégie. Voilà, l'idée c'est plutôt de trouver des solutions, c'est-à-dire d'agir déjà au lieu de râler derrière le dos des gens. Effectivement, d'ailleurs, selon Christine Lévicki, c'est le comble de l'inutilité, et on la comprend, parce que communiquer directement avec la personne concernée est peut-être beaucoup plus efficace. Il faut s'exprimer aussi, mais avec diplomatie, sans accuser, sans exagérer. Ça demande un travail sur soi. Mais j'ai envie de vous dire que quand même, si vous vous posez la question, est-ce que je dois arrêter de râler, c'est peut-être que vous êtes sur la bonne voie. Parce que globalement, les gros râleurs, ils ne se rendent pas compte d'être comme ça, et ils n'ont pas forcément décidé de râler. Et ça pose aussi la question du problème de manager quelqu'un qui râle. Et là, j'ai envie de dire, bon courage. Bon courage. J'ai connu des râleurs extrêmement bonnes pattes, des gens qui étaient très disponibles, mais râleurs. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Des gens je tiens à dire que vous n'êtes absolument pas un râleur. Voilà, ça c'est une excellente nouvelle, et je tiens à dire aussi que Fanny Griesmer n'est pas une râleuse, encore que. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Du coup, là. Je vous ai un peu challengé sur cette chronique. C'était un plaisir, Fanny. On fait une pause, et pas qu'une pause café, une courte pause, et puis on se retrouve avec nos experts chaque vendredi. L'actualité, évidemment, chargée entre cette menace de reconfinement serré, j'utilise le mot du ministre, et puis ce PIB qui se casse la figure. Évidemment, tout ça sont des paramètres qui sont sur le bureau d'Emmanuel Macron, le président de la République. On fait le point, c'est dans quelques secondes. Restez avec nous. Le cercle RH, notre débat, le débat des experts, comme chaque vendredi, avec deux experts sur ce plateau. Je vous les présente parce que l'actualité est riche. Et puis on reviendra et on fera un focus sur ce fait divers. C'est un fait divers, mais qui impacte directement l'univers du travail, avec cette DRH et cet agent de Pôle emploi qui ont été assassinés par un homme qui, hier, a été arrêté dans la Drôme, à Valence. On refera le point. Benoît Serre est avec nous, vice-président. C'est un plaisir de vous retrouver, Benoît, ça faisait longtemps. Vice-président de la NDRH, l'Association nationale des DRH, qui prépare, mon petit doigt l'a dit, un rapport instructif et intéressant que vous présenterez dans quelques jours, je crois. Et vous êtes senior partner au BCG. Merci d'être là. Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine Pour l'Écho. On va parler des vaccins. Il faut qu'on en parle parce que votre une pour l'Écho, c'est la santé, business vital. Et on voit qu'il y a évidemment des enjeux très forts. Pfizer, Moderna, Israël qui achète ses vaccins le double du prix. La France qui attend des vaccins qui ne vont pas arriver. Il y a un enjeu évidemment de marché économique. On fera le point avec vous. Et puis je crois qu'on l'a bantitré votre livre, parce que c'est important de parler des journalistes qui écrivent des romans. Voilà, on va voir la couverture de votre livre. Voilà, Face à mort, le nouveau visage du thriller. Ça se passe en Libye. C'est la Libye. Voilà, c'est intéressant d'avoir aussi d'autres vies à côté. Benoît Serre, un mot, même plusieurs. On voulait évidemment ouvrir, parce que quand on parle de DRH, évidemment Smart Job se sent impliqué. L'histoire de ce demandeur d'emploi, puisqu'on ne connaît pas tout à fait le profil de cet homme. Il habite Nancy, il descend dans la Drôme, et c'est un parcours macabre et meurtrier qui passe par Pôle emploi et une DRH. Ça vous a heurté, touché, la NDRH veut réagir? Oui, évidemment, c'est terrible. On représente 5000 DRH en France, près de 10 millions de salariés, et l'une de nos consoeurs a été assassinée. Et une autre DRH a été assassinée également en Alsace. L'enquête est en train de semble-t-il, établir que ce serait la même personne qui a commis ces deux assassinats, plus une collaboratrice de Pôle emploi. Et puis, on a su ce matin qu'un autre DRH avait, semble-t-il, été menacé par cette même personne et avait pu échapper à un coup de feu. Donc, la situation est quand même dramatique. Je ne fais pas de lien, et ce serait indécent de faire un lien entre la crise que nous vivons et un drame de cette nature. Mais on le fait inconsciemment. Simplement, nous, à la NDRH, d'abord, l'une des deux victimes était membre de la NDRH. C'est un premier point. Et le second point, ce drame, ce fait divers, comme vous dites, mais qui est un drame, vient rappeler que
la fonction RH, mais comme les gens de Pôle emploi, autrement dit, tous ceux qui gèrent l'emploi sont confrontés à la fois à exercer leur métier, Et à la détresse mais humaine. également à gérer les détresses individuelles que certaines décisions et certaines exécutions de décisions provoquent pour des raisons justifiées, économiques, tout ce qu'on veut. Mais il ne faut pas perdre de vue, et c'est un peu l'honneur de ce métier, de savoir trouver le juste équilibre entre l'humanité et la nécessité. Ça, c'est un premier point. Et le second point, pour en finir là-dessus, c'est que il n'y a rien de plus dramatique quand on confond la fonction et l'individu. Bien sûr. Et Bien sûr. les DRH font un travail, comme d'autres, extrêmement difficile. Et la crise économique, sociale, et je le dirais parce qu'on le voit partout, la crise psychologique dans laquelle nous sommes entrés Probablement une des causes. vient nous rappeler à l'hypervigilance. Et je veux rendre hommage à tous les DRH qui, partout en France aujourd'hui, et à tous ceux qui ont cours à l'emploi aujourd'hui en France, comme Pôle emploi, comme la Paix, comme tous les acteurs, du travail extrêmement difficile, éthique et responsable qui est le leur dans une période aussi difficile. Rappelons que la personne qui a été interpellée hier sur ce pont après un accident, on a vu cette image de cette voiture qui a percuté une voiture de police, qui a été arrêtée, qui a été mise en examen. C'est un homme qui était demandeur d'emploi depuis 2010, si je ne m'abuse. Oui. Donc ce parcours macabre, évidemment, suit le processus à la fois du Oui. côté... Alors, donc on ne sait pas exactement je les ne sais raisons, pas les motifs. mais il a travaillé dans cette entreprise. Il a travaillé dans cette entreprise, il était effectivement il était au chômage depuis 10 ans. Je ne sais pas si c'est un lien, parce que quand vous commettez un acte aussi horrible, il y a certainement d'autres causes psychologiques. À la police c'est pas très bien. à la Ça, c'est police de faire le son dire. travail. Sur le fond, voilà, il faut comprendre que bien que nous soyons évidemment fort rarement confrontés à des drames de cette ampleur-là, on a à gérer des situations individuelles dramatiques. Bien sûr, mais ça c'est une réalité des DRH. Hein. C'est une réalité. Bien sûr. C'est à la fois la difficulté, et puis je le dis parce que ça fait un bon paquet d'années que j'exerce. Vous étiez DRH, hein, bien métier, sûr. que ça fait partie de la beauté et de l'honneur de ce métier. Stéphane Marchand, juste une réaction, parce qu'on va revenir sur le vaccin et le reconfinement. Mais... Clairement, les choix de victimes de la part de cet homme montrent que c'est autour de son emploi ou de son absence d'emploi que le drame s'est noué, une dérive psychologique. C'est le moment de rappeler, on ne peut pas faire l'enquête, on ne va pas juger. Elle est en cours, on ne là. va pas faire de psychologie de comptoir, mais c'est le moment de rappeler que pour beaucoup de gens, le fait de perdre son emploi est une catastrophe. Est une véritable catastrophe, bien au-delà de l'argent. C'est une catastrophe pour la dignité. Bien sûr. Et qu'il est très très important que quand on n'est pas dans l'emploi, on soit quelque part. Et c'est pour ça que le mot formation doit être prononcé ici. C'est pas le moment, bien sûr, là on est dans un fait divers, mais on est dans un système en France trop souvent où c'est soit vous avez un emploi et vous faites partie des happy few, Ouais. soit vous êtes... Et vous avez des formations d'ailleurs, mais souvent. Et vous avez des formations pendant que vous êtes dans l'emploi, Mais oui. alors que les gens qui sont par terre n'ont pas assez de formation. Bien sûr. Alors qu'il existe des systèmes dans lesquels les gens sont soit en emploi, soit en formation, à égalité de dignité, je dirais. Avec un soutien psychologique, si je peux me permettre, parce que le Covid et le télétravail et les risques de perte d'emploi, parce que ça génère des angoisses terribles chez les salariés, pour ceux qui l'ont encore, se dire, mais si je perds mon emploi, derrière, moi je ne suis plus rien. Il y a ce débat-là aussi Bien qui est sûr. posé. Et puis il y a l'autre remarque, bien sûr, qui vient à l'esprit, c'est l'augmentation générale de la violence. J'ai habité entre 90 et 97 aux États-Unis, et à l'époque, c'était malheureusement assez fréquent que des employés licenciés, C'est vrai. notamment Venaient à la se Poste, venger. je me souviens, à la Ouais. Poste, venaient se venger, tuer 5 ou 6 personnes Oui, je me souviens de parce ces faits divers. qu'ils avaient perdu leur emploi. Espérons que ça ne se généralise pas. Espérons qu'il n'y ait pas une forme de traînée de poudre. Vous savez, dans ce genre de drame, parfois il y a des enchaînements psychologiques qui donnent comme ça des passages à l'acte. On l'a vu sur des gestes terroristes parfois, par mimétisme, et finalement des passages à l'acte où on bascule. L'enquête suit son cours, comme le dit la formule, puisque évidemment la police est en train d'entendre cet homme pour faire ce lien. Revenons sur le reconfinement. C'est une menace bien plus, puisque le président devrait s'exprimer dimanche. Tout ça peut changer. Avec un reconfinement, je le dis avec un petit sourire serré, qui veut tout dire et rien dire. C'est ce que dit le porte-parole du gouvernement. Bon, tout le monde essaie de décrypter le mot serré. Et puis, j'aimerais associer ce chiffre que vous allez voir, qui vous a forcément heurté, PIB qui se casse la figure. Il était à 1,5. Ce PIB qui n'était pas bien haut. En 2019, il est à moins 8,3. L'INSEE avait tablé sur une chute de 9%. Donc, le gouvernement peut presque être heureux de ne pas avoir atteint ces 9%. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Marchand? Ça, c'est deux paramètres qui sont importants. On nous dit qu'il faut reconfiner parce que la situation sanitaire devient intenable. Très bien. Puis de l'autre côté, le président de la République, il a sur son bureau, il a Bruno Le Maire, il a des indicateurs économiques qui lui disent « Ah, si vous faites ça, c'est la fin de notre économie ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette équation d'abord ?
Alors, il est clair que le gouvernement est devant la hantise de voir le fameux variant anglais et voir d'autres variants Qui est là, hein. qui est là déjà, se répandre. C'est le modèle britannique. Donc le modèle britannique, on le voit aujourd'hui, c'est 100 000 morts. Donc évidemment, on n'a pas envie d'y arriver. Que faire Vous venez de montrer ce chiffre de moins 8,3% pour le PIB en 2020. Il y a encore quelques mois, je me souviens que c'était encore pire. On pensait moins 10, moins 12, moins 13. C'est vrai, c'est vrai. Finalement, moins 8, c'est peut-être pas si mal. Dernier trimestre meilleur que prévu. Enfin, on va en parler, Voilà. mais bon, ça s'est redressé. Autre bonne nouvelle, j'essaye de chercher désespérément des bonnes nouvelles. L'épargne des Français. Oui, c'est vrai. L'épargne des Français augmente de manière massive. Et le commerce extérieur. Et le commerce extérieur. Si on a une épargne qui doit atteindre aujourd'hui, en proportion de ce qu'on avait dit la dernière fois, à peu près 130 milliards d'euros, la question de savoir comment ces 130 milliards d'euros pourraient être utilisés pour la future reprise, c'est une bonne question. C'est de l'argent qui est là. Enfin, c'est plus une question, c'est même un casse-tête pour le gouvernement. Hein. Il faut Il ne sait pas trop comment faire pour faire sortir cette manne. Non. Non. Comment on flèche ces sommes d'argent pour les faire vivre dans l'économie réelle. C'est une vraie question qui est posée. Benoît Serre, ces deux paramètres, vous y attendez? Les DRH de l'organisation dont vous parliez s'y attendent? Parce qu'on avait beaucoup parlé de ce deuxième confinement, le stop and go. On arrête, on reprend, on arrête, on reprend. On est rentré dans ce cycle-là, un peu infernal. Oui, je ne sais pas ce que le président de la République va décider. Quand on écoute le ministre de la Santé, il explique, comme Stéphane Marchand vient de le dire, qu'en fait, le développement du variant anglais est assez proche du développement du coronavirus de février dernier. C'est ça, Donc, on part à zéro. même cause, mêmes effets. La grande question pour les entreprises aujourd'hui, c'est la question de l'école. Si les écoles sont fermées, alors la perturbation dans l'organisation des entreprises va être terrible, parce que tout le reste, malheureusement, je dirais, On s'y est fait. on sait faire. Ouais, c'est vrai. Entre le télétravail, la répartition, alors c'est pas idéal, Non, on est mais loin. Hein. on y arrive à peu près. On sait faire. Donc le sujet de l'école, ça c'est le sujet matériel. Et puis il y a le reste, c'est-à-dire que très honnêtement, vous avez peut-être vu le nombre d'appels à un service très pratique qui s'appelle SOS Psy a doublé depuis le mois d'octobre. On voit, nous, dans les entreprises, qu'effectivement, les gens sont épuisés, on a de plus en plus de cas individuels, de sentiments d'isolement. Donc, le confinement viendrait alors rajouter une couche. Alors, encore une fois, l'équation dont Stéphane Marchand en parlait, on est dedans depuis un an. L'équilibre sanitaire, économique, il ne s'agit pas de critiquer qui que ce soit, parce que je pense que c'est une situation absolument épouvantable et absolument très difficile à gérer. Après, le problème, vous parlez de l'épargne. Alors, on va dire que c'est une bonne nouvelle, 130 milliards d'épargne. Oui, c'est une bonne. Le fléchage va être complexe pour une raison je ne suis pas économiste, mais qui est la raison pour laquelle on a eu 55 milliards d'épargne supplémentaires depuis à peu près un an, un peu plus, 60 même. C'est la raison pour laquelle les gens le font. Parce que les gens ont peur. Inquiétude. Ils ont peur de leur emploi, ils ont peur pour l'avenir, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leur retraite, ils ont peur Ils ont peur. pour payer leur remboursement, etc. Donc c'est vrai que toucher à cette manne, faut faire très attention. Oui. Parce qu'on va rajouter à l'inquiétude Une le angoisse. sentiment Bah qu'ils oui. ne peuvent pas en faire ce qu'ils veulent, en fait. C'est un peu la cassette, hein. C'est Prenez de pas ma Madeleine, hein. cassette. C'est C'est comment ça. je me protège, et je protège mes enfants, et je protège Exactement ma famille, et je protège mon avenir. Parce que l'angoisse économique, elle est en train de Enfin, c'est un choix difficile pour le président Macron, parce qu'il y a des indicateurs économiques, c'est très compliqué. Moi, j'ai jamais fait partie de ceux qui jettent la pierre ou qui donnent des jugements définitifs quand on les entend à longueur de plateau de télévision et de radio. Donc vous n'êtes pas parce que c'est 66 épouvantable. millions de procureurs, les fameux 60 millions de Voilà, procureurs, qui est un vrai sujet. Je suis pas dans les 60. Stéphane Marchand. Ils apprennent de leurs erreurs. On voit que le troisième confinement, s'il a lieu, ne ressemblera pas aux deux précédents. Il y a des améliorations. La 3 semaines d'arrêt des écoles qui est évoquée, puisque c'est une des pistes avec les 15 jours de février, plus une troisième semaine, qui semble être une piste sur laquelle évidemment on se penche, qui est une fermeture d'école indirecte, mais tout le monde s'arrête en même temps, il n'y a pas le risque d'engorgement dans les appartements des enfants, ça c'est une première piste. Après, il y a un débat économique qui est posé, puisque votre vaccin, et c'est la une, vous dites quand même, il y a quand même des tensions énormes sur ce marché du vaccin, parce que c'est une course contre la montre, c'est deux courbes qui se croisent. La montée du virus et de l'autre la vaccination. Au moment où on se parle, on sait qu'il y a des bureaux, là, aujourd'hui, de vaccination qui n'ont plus de doses. C'est terminé. Un retard de 2 millions par rapport On est d'accord. à ce qui est prévu fin février. Donc, ce qui Il y a eu un enthousiasme fabuleux sur le vaccin, parce que tout le monde s'est dit à raison, si tout le monde est vacciné, le problème est réglé. Mais ensuite, il y a un problème de fabrication, de sécurité et de logistique. Sans oublier des arbitrages un peu douteux dans la mesure où certains producteurs privés sélectionnent les cibles et quand la cible ne paye pas assez, changent de cible et vont le verser ailleurs.
Donc évidemment, ça pourrait... C'est du business, ça. Hein. C'est du business, bien entendu. On ne peut pas l'éviter, d'ailleurs. Hein. Ouais. Je ne pense pas qu'une recherche publique aurait été capable de répondre efficacement à la demande de vaccins. Donc il faut que vous cette pensez recherche privée... Parce que là, vous soulevez le débat de Sanofi et de Pasteur qui ont jeté l'éponge et qui disent depuis 2 jours, qui font de la communication, qui disent Enfin, ils ont non, pas c'est pas un échec, c'est du retard. Oui. Enfin, c'est un échec cuisant. Mais vous savez, fabriquer un médicament, c'est prendre des risques colossaux, qui se chiffrent en 5, 10, 15 milliards. La chance des laboratoires américains et anglais qui ont fabriqué le vaccin qui marche, le fameux ARN messager. C'est ça. La chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils n'avaient que cette technologie à leur disposition. Et par conséquent, c'est un coup de chance extraordinaire. Et c'est cette Tant mieux technologie-là. pour nous. Et c'est cette technologie-là qui marche. Il y a le Moderna, Alors que hein, Sanofi, qui- ouais. lui, a à sa disposition plusieurs technologies. Il a fait un choix, il a pris un risque, et pour le moment, il a perdu. Il a perdu, on est d'accord. Pour le moment. Mais ça va durer longtemps, les vaccinations. Ça va pas durer 6 mois. Hein. Bien Ça va sûr. durer des années. Des années. Sanofi peut se refaire et revenir dans le jeu. Pasteur peut se refaire et revenir dans le jeu. Enfin, Pasteur ne fabrique pas. Ouais. Pasteur recherche. Recherche. Enfin, on a raté la première Sur étape. les là. vaccins, il y a une grande inconnue, qui est la durabilité du vaccin. C'est vrai. Peut-être d'ailleurs que le choix de Sanofi, à la fin de l'histoire, est le bon. Ça, c'est une autre affaire. Après, sur le vaccin, vous savez, je discutais il y a 2 jours avec la présidente du syndicat des pharmaciens, qui déplore que les pharmaciens n'aient pas l'autorité ou l'autorisation de vacciner. Parce que si je prends ma casquette purement NDRH, le sujet, dans les grandes entreprises, on va pouvoir organiser le vaccin, parce que le ministre nous l'a demandé. Au printemps. Mais au printemps, Sans on va date. le faire, parce Ouais. qu'on a des services médicaux intégrés, etc. Mais dans les PME, TPE, Totalement on n'a pas les possible. moyens de le faire. Donc on ne comprend pas pourquoi on n'autorise pas les pharmaciens à vacciner, parce que ça serait des îlots de vaccination de proximité pour les PME, TPE. Donc ça, le sujet logistique, alors encore faut-il qu'on les reçoive en temps et en heure, parce que vous avez noté qu'on devait avoir 4 millions de personnes vaccinées à la fin du mois de février, et le gouvernement a annoncé qu'on n'en aurait, entre guillemets, que 2,5 millions. Et rentrons pas dans Mais le détail, hein, il y a 2 vaccinations pour voilà. chaque personne. Hein, La donc, vitesse de vaccination détermine la vitesse de reprise économique de toute façon. Et qu'il faut bien comprendre que la concurrence entre les pays que vous avez évoqués est considérable. Terrible. Puisque ceux qui sont vaccinés les premiers peuvent reprendre Plus vite. un semblant de vie économique normale les premiers. Bah oui. Et la concurrence mondiale, elle ne s'est pas arrêtée avec le vaccin ni avec le Je coronavirus. précise qu'Israël a payé 2 fois plus cher le Pfizer, mais par contre, sa population Oui. est quasiment Moins nombreux, intégralement en même temps, hein. vaccinée, moins nombreux, mais le rythme de vaccination s'est fait très rapidement. Ils sont armés aussi. Et avec une organisation militaire Pour eux, est considérablement important. et une élection, une réélection, enfin en tout cas un nouveau vote au mois de mars, et qui aura une incidence, cette vaccination rapide. On imagine les enjeux politiques qu'implique l'accélération de la vaccination en Israël. Sur la suite des événements côté NDRH, alors vous n'avez pas de boule de cristal, Stéphane Marchand non plus. Qu'est-ce que vous disent vos indicateurs, votre tableau de bord à NDRH sur la situation de notre pays? On a des indicateurs, on l'a vu. Il y a le PIB, il y a la consommation, il y a les exportations. Ce sont des gros chiffres. Qu'est-ce que vous disent les entreprises? La fois dernière, voilà. vous étiez venu, vous avez dit il n'y a pas de licenciement, Non. il y a un tableau de bord, et elles regardent. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Alors on est en train de lancer on a lancé une grande étude. On a reçu les réponses, on est en train de les traiter, donc je serais ravi de revenir vous en parler. Mais bien entendu. avec grand plaisir. Pour effectivement de savoir comment ça se passe. Aujourd'hui, les premiers éléments qu'on a, ils sont pas du tout définitifs. C'est que la tendance qui vise à tout faire pour protéger l'emploi ou à trouver des solutions négociées, volontaires et non contraintes, donc non brutales et non source de tensions sociales supplémentaires, reste quand même le champ privilégié des DRH. Le deuxième sujet qui inquiète beaucoup, c'est qu'une grosse partie de l'économie française est quand même sous perfusion. Et donc tout le monde s'inquiète de savoir le jour où on va débrancher les perfusions. Ouais. C'est pas tout de suite, mais ça arrivera nécessairement. Alors, on un repousse jour. de mois en mois. Et voilà, donc c'est plutôt, Et de mois en mois, on se ça. rapproche de l'élection C'est présidentielle. plutôt ça. Donc, Donc, ça, ça, c'est ouais. c'est le deuxième sujet. Et puis le troisième sujet, c'est gérer les conséquences ou les réalités, encore une fois, psychologiques, de morale de la Covid. Ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Leur réalité du Projeter, quotidien. créer de la perspective, c'est-à-dire les dimensions de responsabilité sociale environnementale, les dimensions managériales. Qu'est-ce qui va changer dans la société du travail? Comment moi, entreprise et moi, DRH, je me prépare à transformer mon entreprise pour répondre aux aspirations des salariés? Voilà un petit peu une espèce de jeu d'échecs c'est la devant feuille de route. lesquels sont les DRH, mais encore une fois, on aura la totalité des résultats dans 5-6 jours, et donc je pourrais vous en donner plus de détails. Et avec la présentation d'un rapport, ça sera je crois, Exactement. début février, Exactement. qui est assez attendu parce que ça donne une photographie Oui, bah, souvent c'est une assez photo, intéressante. bien sûr. Vous reviendrez. Stéphane Marchand, la suite. J'ai vu que les importations avaient baissé en France, mais nos exportations étaient bonnes, ça c'était un point positif. Nos investissements étaient bons. Les levées de fonds étaient
été très bon. Ce qui est très intéressant, c'est ce contraste. Et évidemment, la consommation des ménages a faibli, a baissé, notamment au dernier trimestre. Donc c'est très contrasté, notre économie, finalement. Il y a des choses positives. L'économie continue à fonctionner. C'est vrai que l'économie est très segmentée entre secteurs très impactés par le Covid, Ah oui. certains secteurs qui ne sont pas du tout impactés, ou certains secteurs qui sont favorisés. Les GAFA, tout le numérique, etc. Quant au levée de fonds, il y a énormément d'argent qui cherche à s'investir. Le problème pour cet argent, c'est qu'il ne trouve pas de cible pour s'investir. Dès qu'il y en a une un peu séduisante, c'est la ruée des capitaux pour prendre le contrôle et le maximum de parts. Ça, c'est intéressant. Il y a de l'argent. Ah oui. Il y a un volume d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Simplement, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de pouvoir l'investir au bon endroit. Aujourd'hui, L'argent, l'économie est dans la situation inverse de celle qui était il y a 30 ans. Vous avez trop d'argent, trop de capitaux, et pas assez de travail, pas assez de gens, pas assez de formation, pas assez d'ingénieurs, pas assez de plein de choses comme ça. Donc, il faut accélérer. Donc la valeur aujourd'hui rare, c'est le travail, c'est l'homme ou la femme formé Et sa compétence. et sa compétence. Ça, c'est rare. Le fric, si vous Oui, me permettez. Il y en a. Ouais, il y en a. Stéphane Marchand est très intéressant parce que c'est l'un des premiers enseignements qu'on voit, et nous, DRH, évidemment, ça nous réjouit. Bah oui. C'est que, plus que jamais, on a pris la conscience du caractère indispensable, irremplaçable, des compétences des hommes et des femmes dans les entreprises. Rappelez-vous, il y a encore plus d'un an maintenant, dans l'ancien monde, moi j'étais interrogé. On me disait, est-ce que vous croyez que l'IA va remplacer tout le monde? Oui, c'est vrai que c'était une question j'ai jamais qui- cru ça. ouais. Et bien là, il y a une conscience très forte, et vous venez très bien de le décrire, qu'on ne fait rien de mieux que les êtres humains pour faire fonctionner Ouais. les entreprises et faire vivre la vie sociale qui est absolument fondamentale. Et ça veut peut-être dire que demain, la digitalisation sera faite au service de l'être humain et pas contre. Oui, elle va revenir à elle va revenir à sa juste place. Exactement. La leçon de cette pandémie, c'est que quand vous empêchez les êtres humains d'être proches les uns des autres, tout s'effondre. Exactement. C'est ça. Rappelons que l'IA est fabriquée par l'homme, puisque ce sont des programmes, des algorithmes qui J'ai sont tout fabriqués. entendu. J'ai tout entendu là-dessus. C'est vrai que cette question a été J'ai posée vu il y a un an. Certains de vos confrères ou consoeurs Les qui m'interrogeaient. robots, Est-ce que vous pensez que l'IA va remplacer les DRH? Je leur ai dit, d'abord, non, ça m'arrange pas. Enfin, ils ont Mais des outils, ensuite- à Oui, Benoît mais bien Serre. sûr, mais c'est ça pas remplace pas remplacer, le c'est DRH. c'est augmenter de valeur ajoutée. Par contre, ce que vous dites est vrai, il va y avoir une accélération de l'obsolescence des compétences actuelles qui nécessite, et on ne le voit pas, des investissements dans la formation et la préparation à l'employabilité de toutes les générations, qui doivent être C'est absolument vrai. considérables. Ce sera une des clés de la reprise. On a des spécialistes ou des chefs d'entreprise qui viennent nous dire d'ailleurs qu'il manque d'ingénieurs dans la tech, avec des ingénieurs sur la Il y a des data. métiers qu'on n'arrive Il pas y a des métiers aujourd'hui qui sont sous tension, et c'est vrai que ces Oui. ingénieurs Oui, mais il ne faut pas sont perdre de vue chassés. les gens qui ont des métiers aujourd'hui. Et il ne s'agit pas qu'ils le perdent demain par défaut de compétences. Et ça s'anticipe. C'est vrai. Et Ça donc, s'anticipe. donc rester dans l'entreprise pour continuer à Voilà. garder évidemment des valeurs ajoutées et des salariés. Parce que Exactement. s'ils sortent, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, ils sortent, ils sont sur le bord du chemin. Et évidemment, c'est très un compliqué. mécano très complexe. Benoît Serre, merci. Vous revenez Merci à mercredi nous parler d'ailleurs, je précise, du DRH de demain, le DRH augmenté. Vous savez, c'est un homme robotisé avec des Une femme, algorithmes. une femme. Ou une femme, bien sûr, il y a beaucoup de femmes dans votre métier. Vice-président de l'ANDRH, avec ces chiffres consolidés qu'on attend, et puis votre étude dans quelques jours, parce que c'est toujours évidemment intéressant d'analyser votre réseau. Stéphane Marchand, rédacteur en chef pour l'Écho, la santé, business vital, puis à la fin, qu'il est bon de gagner plus que son voisin. Ça, c'était un truc un peu sociologique, mais qui est pas lié au vaccin. C'était voilà, je le lirai avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est peut-être qu'on regarde un peu, je gagne quand même 300 € de plus, c'est parce que je suis bien meilleur que lui, c'est bien connu. Donc vous êtes un peu amusé, évidemment. Et puis Face Mort, là c'est un sujet très sérieux, c'est une enquête menée par une sorte d'agent secret, que n'est pas d'ailleurs Stéphane Marchand, en Libye. Voilà, c'est une enquête. Face Mort, ça c'est votre livre. L'éditeur, c'est Fleuve Noir. Vous restez avec moi évidemment encore quelques instants, ces fenêtres sur l'emploi. Il y a beaucoup de penseurs, de coachs qui s'intéressent comme ça à la manière d'être centré, vous savez, être bien centré avec soi-même. Et là, il y a un auteur, c'est le livre de Smart Job chaque vendredi, qui nous parle de l'ikigai. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas, ça vient du Japon, ça vient d'Okinawa. Bon. Et ça vient Philosophie. philosophie, absolument. On l'accueille, c'est tout de suite. Mettez votre ikigai. Est-ce que je l'ai bien dit? Ikigai, c'est parfait. Ikigai, je l'ai presque bien dit. Au service de votre réussite professionnelle. Pierre Cocheteux, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes un peu à cheval entre deux civilisations, parce que c'est ce que vous évoquez dans votre livre. Vous êtes business coach, conférencier et auteur de Mettez votre ikigai au service de votre réussite professionnelle, édition Maxima.
Alors évidemment, alors on voit cette photo avec ce sigle qui est très particulier. Hein, c'est quoi l'ikigai, Kezako? Alors l'ikigai, c'est d'abord une philosophie issue du Japon médiéval, qui est une philosophie de vie qui permet de se sentir bien dans sa relation avec les autres. En ce moment, c'est très à la mode, puisque une partie de la santé, eh bien, c'est aussi la psychologie. On en parlait tout à l'heure, hein, des gens qui SOS Psy disent « je suis pas bien », quoi. Oui, exactement, parce que l'être humain est un animal social. Donc au départ, c'est une philosophie. Venue d'Okinawa, venue de l'île d'Okinawa, ouais, oui, tout à l'île fait, des centenaires. la fameuse île des centenaires. Ouais, c'est ça. C'est une philosophie qui a été importée par chez nous par un auteur américain qui est Mark Vine, qui l'a transformée pour la rendre adaptable avec ce fameux schéma 4 cercles et les 4 questions. Pourquoi est-ce que je suis bon? Dans ça, quelle est ma passion? De quoi le monde a-t-il besoin? Et pourquoi puis-je être payé par les autres? Ça, c'est la structuration, je dirais, la manière dont on se pose les bonnes questions. Voilà, c'est l'outil de développement personnel, entre guillemets. Et moi, j'ai adapté cet outil de développement personnel au monde de l'entreprise, puisque moi, je m'intéresse évidemment à la performance économique et au bien-être des collaborateurs. Ouais, il n'est pas déconnecté dans votre travail. Hein. Il y a performance, mais adapté ou quoi, qui est traversé par l'ikigai. Exactement. Donc moi, je me sers de l'ikigai pour remettre les gens à leur place, puisque la polyvalence n'est utile et permise que pour les gens qui sont fait pour ça. C'est une petite partie de la population. Tout le monde ne peut pas être adaptable en permanence. Les autres sont des experts. Ceux qui sont des experts ont besoin de s'aligner avec leur expertise et de développer ce que j'appelle leur zone de génie ou leur ikigai. C'est totalement passionnant. Quand vous leur présentez cette philosophie, c'est un peu un choc. Hein. On est de la culture occidentale, judéo-chrétienne. Vous amenez une philosophie, je dirais quoi, qui s'inspirerait quoi du bouddhisme C'est une philosophie japonaise. Donc la culture japonaise est empreinte de shintoïsme plutôt. Shintoïsme. Et effectivement, c'est une autre façon de penser la relation avec les autres. Ce qui est particulier à la culture japonaise, c'est cette prédominance du groupe sur l'individu. C'est ça. Ce qui est un peu l'inverse de chez nous. Exactement. Les Japonais travaillent pour leur entreprise, travaillent pour leur société, ils ne travaillent pas pour eux. C'est ça qui... Le groupe prime sur l'individu. Comment vous le transposez dans des entreprises dont on parlait tout à l'heure avec Benoît Serre, dans des grandes entreprises françaises qui n'ont pas cette culture? Comment vous réussissez à transformer cela? C'est par l'individu, c'est par le groupe? Comment vous faites? Alors moi, je travaille essentiellement avec la direction et le management. D'abord en alignant l'entreprise avec son propre ikigai, puisque chaque groupe humain a des particularités. Donc vous définissez avec elle ses valeurs. J'aide le dirigeant à définir ses valeurs, sa mission, sa vision à long terme, la particularité de l'entreprise pour la distinguer par rapport aux autres entreprises. Et puis ensuite, j'accompagne les managers pour repérer dans leurs équipes les multipotentialistes, ceux qui sont capables d'être adaptables et d'être polyvalents, des experts, ceux qui ne le sont pas et qui ont besoin plutôt de s'aligner avec leur ikigai. Benoît Serre, quel profil alors, lui qui est vice-président de la NDRH? Bah oui, alors rigolons un peu, pourquoi pas? Comment vous le regardez? Je ne sais pas, j'ai croisé ce monsieur tout à l'heure. On ne se connaît pas pour faire un diagnostic. Pour puisse faire un diagnostic. Mais il y a un moment donné, c'est ça. C'est C'est une question évidemment amusante, parce que ce n'est pas en 10 secondes en écoutant Benoît Serre, mais d'abord, vous auriez besoin avec lui de faire un tableau de bord, d'échanger avec lui, et après, vous en tirez finalement une quintessence de cet échange. Une partie de mon travail, effectivement, consiste à écouter longuement mes clients me parler d'eux pour pouvoir poser un diagnostic, les aider à s'identifier, soit parmi les multipotentialistes, soit parmi les experts, et ensuite de les aligner avec ce qui fait l'essence de, je vais dire, leurs compétences ultimes ou leurs sweet spots, comme le développement personnel aime à le dire, pour pouvoir les aider à renforcer cette zone de génie et constituer des équipes avec des personnes qui sont juste à leur place, plutôt que de pousser un collaborateur à acquérir une compétence qu'il n'a pas et qu'il finira par acquérir, mais à dans un la prix douleur, énorme, c'est ça. et dans la douleur. Vous, à titre personnel, vous avez écrit un livre. Quand on écrit un livre, c'est qu'on s'expose, on veut mettre en avant cette philosophie. C'est une philosophie. Votre histoire, à vous, c'est quoi? C'est intéressant. Alors, je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. J'ai perdu très jeune mon frère qui est décédé en 84 des suites d'une rupture d'anévrisme sur la plage de Berck-Plage. Et puis, quelques années plus tard, j'ai également perdu ma sœur. Donc, des chocs. Donc, 2 chocs importants dans ma vie. Et ces 2 chocs m'ont permis de prendre conscience de 2 choses. Notre temps est précieux. Notre santé est précieuse parce que peut-être ce soir, c'est fini. Donc, j'ai pas de temps à perdre. La fragilité de notre vie. Profiter du moment présent pour être efficace et faire ce que j'aime. Donc ça veut dire que cette philosophie, c'est être dans le présent
à 100%. Être habité dans son présent, être dans son C'est présent. Habiter l'instant présent, avec évidemment une projection dans le futur, mais être plus présent dans le présent que de s'occuper du passé, qui est de toute façon passé, C'est fini. changé. Bah oui. Et si on veut préparer l'avenir, on prépare l'avenir en mettant des actions là maintenant. Dans le présent. Exactement. Donc ancré, enraciné. C'était un plaisir, Pierre Cocheteux. Ikigai. Ikigai, oui. Vous êtes aussi éduqué à cette culture japonaise, au-delà même de l'ikigai, Je suis j'imagine. passionné par cette culture depuis que je suis tout gamin, Voilà. comme d'autres de la culture américaine. Américaine, ouais, c'est ça, la route 66. Vous, c'est l'ikigai. Voilà, moi, Vous avez fait- moi, c'est le Japon. C'est votre route 66 à vous, c'est le Japon. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Ikigai Business Coach et conférencier, parce que vous expliquez évidemment, vous faites de la pédagogie, et votre livre mettez votre Ikigai au service de votre réussite professionnelle, édition Maxima. C'était le livre de Smart Job aujourd'hui, en présence de Benoît Serre. Vous allez lui faire un diagnostic pour voir comment est centré Benoît Serre. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci Fanny Griesmer. Merci Lauriane Bouet à la réalisation, je l'avais oublié hier. Merci à nos amis du son, à Margot et à Caroline. Merci à vous qui nous regardez. Merci de votre fidélité. Passez un bon week-end. Portez-vous bien. Il va se passer des choses ce week-end évidemment, reconfinement serré ou pas. On sera là évidemment lundi en direct. Bye bye.